de la gestion du traitement anticoagulant. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours ravi de participer à ce congrès. Je suis ch'ti d'adoption, mais breton de naissance, donc c'est un vrai plaisir d'être ici. Pour vous parler de la thrombose chez le sportif. Alors, c'est une situation qui n'est pas très fréquente, finalement. Les anticoagulants chez le sportif. Chez les gens qui ont une activité physique régulière, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous anticoagulants, mais chez le sportif lui-même, pas forcément. Il y a deux situations, évidemment. Une plus rythmologique, qui est la fibrillation atriale à risque thromboembolique élevé, et la deuxième, qui est la maladie veineuse thromboembolique. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui font que l'on fait une thrombose. C'est la traite de Virchow, c'est la stase sanguine, la lésion endothéliale et les anomalies de la coagulation qui nous amènent à constituer un caillot soit dans les veines, soit à l'intérieur de l'oreillette, avec risque d'embolie systémique. Et ces situations plus particulièrement liées au sport sont la déshydratation, l'immobilisation, la fracture, les voyages, et la maladie veineuse thromboembolique est plus fréquente chez les sportifs qui ont une surmusculature et les basketteurs, les volleyeurs, les grands sportifs qui ont des longues jambes mais qui font également plus volontiers des phlébites. Et puis la polyglobulie présente chez presque tous les sportifs endurants, notamment les cyclistes. Alors c'est un peu un truisme cette diapositive, mais évidemment on va se pencher sur le rapport bénéfice-risque du traitement qui implique évidemment d'évaluer le risque de thrombose. Vous allez voir que chez les sportifs, ce n'est pas toujours très élevé, même s'il y a des facteurs favorisants. Évidemment, on le compare au risque de saignement grave, et là, vous allez voir qu'il y a des spécificités. Et puis, il y a d'autres considérations à prendre chez le sportif, parce que le diagnostic est parfois tardif de la thrombose. C'est des gens qui peuvent être amenés à minimiser leurs symptômes, soit parce qu'ils résistent à la douleur, soit parce qu'ils ne veulent pas tellement en parler. Et puis, c'est aussi des patients qui sont réfractaires au repos et qui veulent souvent reprendre l'entraînement rapidement, et donc par crainte du déconditionnement. Et il y a parfois des conditions financières aussi d'arrêt de sport chez les sportifs pros qui sont à prendre en compte. Alors si on commence par la fibrillation atriale, très brièvement, parce que la fibrillation atriale, vous savez que ce n'est pas le topo, c'était les anticoagulants, le topo, mais elle a une prévalence qui n'est pas nulle chez les sportifs, notamment chez les sportifs endurants et surentraînés, par mécanisme inflammatoire, augmentation de la troponine, augmentation de l'ANP, évidemment la masse atriale donne aussi de la fibrillation atriale, donc l'augmentation de la pression et du volume, tout ça concourt à une dilatation atriale, à de la fibrose atriale, le tout déclenché par des extrasystoles atriales et modulé par le système nerveux autonome, aboutit à la genèse d'une fibrillation atriale. Les sportifs qui font de la fibrillation atriale, c'est, je vous l'ai dit, des sportifs endurants. Vous voyez ici que dans cette cohorte de plus de 20 000 patients, qui est la cohorte Tromsø en Norvège, qui sont essentiellement des skieurs de fond, sur les 20 000 patients, il n'y a aucune augmentation du risque de fibrillation atriale quand on fait un peu, beaucoup de sport. Et par contre, quand on fait vraiment du sport, là, on a un surrisque qui n'est pas neutre. En particulier, si cette pratique du sport d'endurance vous amène à baisser votre fréquence cardiaque, où là, association d'une pratique sportive endurante à haut volume associée à une bradycardie de base, ça augmente de manière très substantielle la probabilité de faire de la fibrillation atriale. Alors chez le sportif comme chez le non-sportif, on se base sur le score de Chest-Devask pour évaluer le risque thromboembolique et on traite en fonction par des anticoagulants oraux directs. Dans la fibrillation atriale, il y a guère de place chez le sportif pour des antivitamines K. Je vous ai remis ici à gauche le score de Chest-Devask que vous connaissez tous, et puis également le risque thromboembolique annuel si on se passait d'anticoagulants chez ces patients, globalement, sans faire beaucoup d'erreurs, 1 point de Chad, c'est 1% de risque. Alors ça, c'est important à garder en tête, parce que si on rapporte ce risque, qui est un risque annuel, à un risque de levée temporaire du traitement anticoagulant, et bien finalement, on se retrouve dans des probabilités d'événements qui sont relativement faibles. Alors la question, c'est est-ce que les sportifs ont un surrisque ou pas de faire un accident thromboembolique artériel à point de départ cardiaque?
Alors là, j'ai bien secoué PubMed et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé un poster à l'ESC en 2015 et qui est basé sur la cohorte de Tromsø. Donc 3144 vétérans de plus de 40 ans, norvégiens, ski de fond, je vous l'ai dit. Hein. L'âge moyen dans ce sous-groupe, c'était 63 ans. Prévalence de fibrillation atriale dans ce sous-groupe, quand même 13%. À 60 ans, c'est beaucoup. Donc beaucoup de fibrillation atriale. Et chez ces patients, chez ces 3144 patients, il y en a 11% qui vont faire un AVC. Et donc, on a quand même, après ajustement au score de Chasse-de-Vasque, un odds ratio qui est à 2,21. Donc, l'idée selon laquelle, parce qu'on fait du sport, on serait moins exposé à un risque thromboembolique est, à mon avis, fausse. Et il faut absolument se guider par le score de CHADS pour indiquer ou pas les anticoagulants. Je pense en particulier, alors, il faut se méfier de ses expériences personnelles, mais j'ai quand même 4 patients que je suis, qui sont des patients qui font de l'ultra-trail ou des choses comme ça, et qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Je pense que dépister la fibrillation atriale chez ces patients, c'est quelque chose d'important. Alors comment on traite? Là, je vous l'ai remis, hein, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Il faut quand même se poser la question du mécanisme d'élimination. Pas d'aspirine, ça ne sert à rien dans la FA, et traitement à vie. Donc chez les gens jeunes, bien évalué. Alors, la maladie veineuse thromboembolique, c'est une situation clinique qui est rare chez le sportif, hein, sans données épidémiologiques dans la littérature de manière formelle. Essentiellement, c'est des case reports. Il faut y songer chez les patients qui font des sports extrêmes, qui sont, eux, en situation de thrombose, et sur les terrains familiaux de maladie veineuse thromboembolique. Il y a des cas de phlébite du membre sup dont je vous ai mis une photo ici, qui est le syndrome de Paget-Schroeter, hein, qui nécessite des décompressions et qui se retrouvent chez les sportifs qui font de l'aviron ou du tennis et qui ont des mouvements d'épaule répétés. Alors pourquoi c'est embêtant chez le sportif? Parce que les phlébites basses peuvent s'étendre, donner des EP, les phlébites hautes aussi. Même chez le sportif, c'est 3 mois d'anticoagulants, et là, il ne faut pas lésiner là-dessus. Il n'y a pas de reprise du sport possible pendant cette période qui est une période à risque. Et on peut même être admis à étendre le traitement 6 mois en tout, s'il n'y a pas de cause favorisante de la maladie veineuse thromboembolique. C'est une indication de classe 2B. Donc vous voyez, les temps d'anticoagulants incompressibles sont quand même assez importants. Et parfois, on fait des chirurgies de décompression. Alors néanmoins, si la phlébite est provoquée, au-delà du 3e mois, le risque d'événement est extrêmement faible. Si la phlébite est ambulatoire, le risque d'événement dans les 6 mois qui suivent les 3 mois de traitement anticoagulant, c'est à peu près 10,4%. Donc ce n'est pas extrêmement faible, extrêmement élevé. Et le décès par EP, c'est par embolie pulmonaire 0,3 pour 100 patients année. Ça veut dire que par jour, vous avez un risque de phlébite, de récidive de phlébite de 1 sur 3500 et un risque de décès par embolie pulmonaire de 1 10 puissance -5. Donc c'est vraiment des risques qui sont très faibles. Là encore, les posologies. Et puis, je vous ai rajouté 2 choses qui me semblent importantes chez le sportif. Les demi-vides d'élimination, 12 à 17 heures pour le dabigatran, élimination rénale à 85%. Et dans les situations de déshydratation, ça ne me semble pas idéal comme molécule. 9 à 12 heures également d'élimination essentiellement rénale. Et 12 heures pour l'apixaban, avec une élimination hépatorénale à peu près équivalente. Et puis, les antidotes dont on peut avoir besoin en cas de syndrome hémorragique. L'andexanate vient d'avoir l'autorisation en Europe. Alors le risque hémorragique, là aussi on a des scores, mais vous voyez que ces scores ne s'adressent pas très spécifiquement aux sportifs. Et je pense que c'est là toute la particularité de l'anticoagulation chez le sportif. Les hypertendus, ça il faut faire attention, il y en a plus qu'on croit chez les sportifs, et ça c'est vraiment à dépister. En revanche, les insuffisants rénaux sévères, ceux qui ont déjà fait des AVC, ceux qui ont un âge supérieur à 65 ans, qui abusent des drogues ou de l'alcool, vous voyez, si on prend le score Atria, qui est également très efficace, l'anémie, l'insuffisance rénale sévère, l'âge de plus de 75 ans, l'hypertension, tout ça, ça ne met pas souvent les sportifs dans des catégories à risque hémorragique élevé. Évidemment, c'est le contact dans le sport qui est le facteur limitant. Alors, il y a des sports de contact, avec quelques petites salades de phalanges, hein, vous voyez là, et puis de l'autre côté, il y a des sports qui sont un peu moins liés au contact.
enfin pas les mêmes contacts en tout cas, et donc du coup il y a des classifications qui sont faites. Sans contact, on peut autoriser le badminton, les sports nautiques sur eau plate, la danse, l'athlé, le golf, tout ça, le risque de contact est très très faible. Des sports un peu plus à risque de traumatisme, la course en montagne, le vélo, tant qu'on ne tombe pas, ça va, mais si on tombe, les chutes sont parfois catastrophiques. Le baseball, le canoë, l'escrime, l'équitation, le squash, le volley, les sports nautiques, la musculation. Et puis il y a des sports où là le contact est important, où le risque de traumatisme est important, et où là il va falloir vraiment évaluer le risque hémorragique avec beaucoup plus de pertinence. Le basket, la boxe, les sports extrêmes, les sports de combat, le rugby et le foot américain, le foot, la gymnastique sur les articulations, les sports mécaniques, le ski alpin et saut à ski et le hand. Alors il y a une classification des sports également qui a été faite par les pédiatres qui s'occupent d'hémophilie et qui me semble intéressante également. C'est la Fondation nationale pour les hémophiles aux États-Unis qui a fait cette classification à partir d'une publication faite sur 304 patients hémophiles en Australie. Et vous voyez qu'on est à peu près sur le même type de sport et ils évaluent un risque relatif d'accident hémorragique qui varie entre 1,5 à 2,5,3. Alors il y a des gens qui ont fait des propositions de schémas d'administration intermittent au vu de ces différentes données. Schémas qui peuvent être une manière de se guider un petit peu, mais qui doivent être quand même dédiés aux patients, parce que pour chaque patient, il faudra vérifier s'il y a des modifications d'absorption en fonction du type d'alimentation. Vous savez que le rivaroxaban, par exemple, augmente son absorption pendant l'alimentation. Modification du métabolisme par les entraînements intenses également. Les gens qui ont un BMI qui est élevé en cause d'une musculature importante. Les femmes qui ont des règles abondantes chez les sportives. Et puis l'utilisation concomitante d'AINS qui augmente encore le risque hémorragique, et les AINS sont une molécule souvent utilisée par les sportifs. Et donc pour certains sportifs, souvent des sportifs pros qui vont avoir les moyens de faire biologiquement ce genre de choses, on peut doser chez eux en fonction de l'activité la pharmacocinétique, pharmacodynamie, en mesurant l'ACmax, le sémine, et savoir exactement à quel moment on peut arrêter le traitement et reprendre le traitement après son arrêt temporaire. Donc voilà ce qui est proposé dans la maladie veineuse thromboembolique. Dans les 3 mois, c'est clair, pas d'activité de contact chez ces patients. Il ne doit pas y avoir d'arrêt d'anticoagulants dans cette phase qui est particulièrement à risque d'événement thromboembolique. À l'arrêt du traitement, bien pister son patient, l'éduquer à la surveillance et aux symptômes de récidive. Et puis, on peut prendre l'anticoagulant oral la veille de la compète ou de l'entraînement. Le matin, on ne le prend pas. On fait son entraînement, son match de rugby, et puis le lendemain, on le reprend s'il n'y a pas eu de contact ou de traumatisme sévère. Et puis, en dehors de la saison, on poursuit le traitement de manière tout à fait efficace. Et ben, on peut également appliquer ça, et c'est le gros avantage des anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K, à la fibrillation atriale, poursuite du traitement la veille, arrêt le matin, reprise le lendemain. Alors, l'ablation de FA, contrairement à ce qu'on pensait un peu au départ, n'a pas une efficacité plus importante chez les sportifs par rapport aux gens qui ne sont pas sportifs, bien au contraire. Nous, on avait publié un papier dans EuroPace là-dessus, et on voyait que l'ablate était moins efficace chez les athlètes endurants que chez les patients contrôle. C'était un résultat que l'équipe d'Aibukel avait également montré dans des proportions tout à fait identiques. Globalement, dans les méta-analyses, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression que ça améliore le risque thromboembolique, mais probablement via les patients qui ont déjà un risque faible. Donc c'est en tout cas pas sur le fait qu'on fasse une ablation de fibrillation atriale qu'on doit baser son évaluation du risque thromboembolique. Alors pour conclure, circonstance assez rare, vous l'avez vu, il n'y a pas de cohorte importante là-dessus, pas de spécificité sur le mode de traitement, on traite par anticoagulant oraux direct. L'évaluation du risque thrombotique est identique à celui de la population générale, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait moins de risque thromboembolique chez les sportifs par rapport à la population qui n'est pas sportive.
L'évaluation du risque hémorragique est beaucoup plus spécifique et là, les sports de contact doivent être très clairement évalués. Les AVK, malheureusement, je pense aux sportifs qui ont des valves mécaniques, par exemple, ne permettent pas de schéma intermittent. En revanche, les anticoagulants oraux directs le permettent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je terminerai simplement en disant qu'enfin, on a retrouvé une équipe de rugby. J'ai eu la chance d'aller les voir au Stade de France pour France-Irlande et franchement, là, c'est vraiment du bonheur, quoi. Je vous remercie de votre attention.